911 emergency, what are you reporting? I saw a person on the side of the road waving a shirt. I think they're trying to flag down some help. Scared me half to death because I was afraid I was going to hit them. Was it a male, female, do you know? Looked like a woman. Okay. Nous sommes le matin de Thanksgiving, le 24 novembre 2016. Une femme vient de surgir sur le bord d'une route isolée en Californie, aux États-Unis. Elle est enchaînée, amaigrie et son corps est couvert de blessures. Cela fait 22 jours que Sherry Papini, mère de 2 enfants, est portée disparue. Sa réapparition si soudaine dans un état aussi alarmant fait la une des médias. Qui l'a enlevée et que lui est-il arrivé pendant ces 3 dernières semaines? Très vite, Sherry affirme avoir été kidnappée par 2 femmes armées qui l'auraient retenue captive et torturée. Elle a dû vivre un véritable enfer. Mais les enquêteurs, en grattant la surface de cette affaire dont l'enquête va durer des années, découvrent des incohérences dans cette histoire et une vérité bien plus troublante qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Sherry Papini n'est peut-être pas tout à fait la mère parfaite qu'elle prétendait être. Aujourd'hui, on se plonge dans les détails de cette étrange affaire qui a fait le tour du monde, la disparition de Sherry Papini. Née sous le nom Sherry Louise Graeff le 11 juin 1982, Sherry a grandi à Redding, en Californie. Fille de Loretta et Richard Graeff, elle est la seconde fille de sa famille après Sheila, qui s'appelle aujourd'hui Sheila Coster puisqu'elle a pris le nom de son mari. Durant l'enfance de Sherry, la famille reste unie même s'ils ne sont pas particulièrement aisés. On n'a pas beaucoup d'infos supplémentaires sur cette période de la vie de Sherry. Mais en 2006, alors qu'elle est âgée de 24 ans, elle épouse David Dreyfus qui est militaire. Ils ont passé assez peu de temps ensemble, n'ont jamais vécu à deux, ce qui est pourtant souvent une étape logique avant le mariage, mais bon, malgré ça, ils se marient. En réalité, Sherry va se servir du statut de militaire de son compagnon pour se mettre en avant, avoir accès à une bonne assurance. Bref, avec le recul, David Dreyfus lui-même fera part d'un avis un petit peu mitigé au sujet de la jeune femme. Et pour nous, ça nous donne déjà quelques infos sur sa personnalité. Mais alors, comment leur mariage s'est-il fini? Eh bien, alors que Dreyfus est en déploiement militaire, Sherry renoue des liens avec son premier amour de collège, Keith Papini, et développe à nouveau des sentiments pour lui. Si bien qu'au retour de mission de son mari David en 2008, elle le quitte en l'informant avoir rencontré quelqu'un d'autre. Elle épouse Keith Papini en octobre 2009 et écrira même sur son blog « Je ne pensais pas que mon premier baiser de collège serait finalement celui de mon mari ». Ensemble, ils auront 2 enfants, Violette et Tyler. Sherry, qui travaille dans la télécommunication, va quitter son emploi pour s'occuper à temps plein de sa famille et de sa maison. Les photos de famille les montrent tous joyeux et unis. Ils vivent alors dans une petite maison de la ville de Redding et semblent mener la vie de famille parfaite jusqu'à ce tragique événement qui va bouleverser leur vie à jamais. Nous sommes le 2 novembre 2016. Cette journée commence normalement pour les Papini. Les enfants sont déposés chez la nourrice ou à l'école et Keith part travailler. En fin de matinée, il reçoit un message de sa femme. Elle lui demande s'il compte rentrer le midi pour manger, mais il lui répond qu'il a une grosse journée, il ne rentrera pas. Sherry, en début d'après-midi, enfile ses vêtements de sport et va faire son jogging aux environs de 14 h. C'est là que les choses basculent. Keith rentre chez lui après sa journée de travail. Il ouvre la porte et il est plutôt surpris d'entendre sa maison si silencieuse. La porte est fermée, les lumières sont éteintes, aucun bruit d'enfant qui joue alors que Sherry a dû les récupérer chez la nourrice à l'heure qu'il est. On dirait qu'il n'y a eu personne dans la maison depuis des heures. Premier réflexe de Keith, il appelle la nourrice afin de savoir à quelle heure sa femme est venue récupérer Violette et Tyler. Après tout, il ne pleut pas ce jour-ci, ils sont peut-être encore dehors. Mais lorsque la nourrice décroche, elle est assez surprise de la question du père puisque les 2 enfants sont toujours sur place, personne n'est venu les récupérer. À ce moment-là, on ne peut qu'imaginer la panique grandissante qui envahit Keith. Il raccroche et ouvre immédiatement une appli qui permet au couple de localiser leurs 2 téléphones en temps réel. Très pratique pour savoir où Sherry se trouve. Et justement, son téléphone est localisé à un croisement à quelques rues d'ici, dans un coin assez désert. Il sait que Sherry fait souvent son jogging aux alentours et il craint qu'elle ne soit tombée ou qu'elle se soit blessée et qu'elle ne puisse pas se déplacer. Keith fait demi-tour, il monte dans sa voiture et en quelques minutes seulement, il se retrouve sur les lieux à environ 1,5 km de leur domicile. Il ne lui faut alors que quelques minutes pour inspecter la zone, se rendre compte que non, sa femme n'est pas là. Il baisse alors les yeux et aperçoit un petit peu plus loin sur la route quelque chose par terre. Il s'approche, se penche et là, aucun doute. Sur le sol se trouvent le téléphone et les écouteurs de sa femme comme s'ils avaient été laissés là dans la précipitation. C'en est trop pour Keith, il se rend compte que quelque chose cloche et il alerte immédiatement les autorités. Il décrit toute la scène et on entend qu'il est un petit peu paniqué.
911. What is your emergency? Yeah, I just got home from work, and my wife wasn't there, which is unusual, and my kids should have been there by now from, like, daycare. So I was like, oh, maybe she went on a walk. I couldn't find her, so I called the daycare to see what time she picked up the kids. The kids were never picked up, so I got freaked out, so I hit, like, the Find My iPhone app thing. But just drove down there, and I saw her phone with her headphones because she started running again, and I found her phone, and it's got, like, hair ripped out of it, like, in the headphones. So I'm, like, totally freaking out, thinking, like, somebody, like, just grabbed her. Il inspire profondément comme pour se calmer, puis il raccroche et attend les secours. I understand you're freaking out a little bit. We want to make sure we get your kids, make sure they're okay. Yeah, I'm gonna call my mom and have her. Yeah, they've been stuck in this with your phone number. Do you want me to wait right here for somebody, or? If you want to head back to your residence so they can contact you there, and in case she does return. Quand la police arrive sur place, elle fouille minutieusement les lieux à la recherche d'indices, mais il n'y a rien. Seulement le téléphone et les écouteurs qui semblent avoir été posés par terre, faisant presque penser à une mise en scène. Il y a aussi quelques cheveux blonds encore emmêlés dans les écouteurs, mais c'est tout. Sherry s'est comme volatilisée et son mari n'a, à ce moment-là, aucune idée de l'enfer qui l'attend. La première semaine après la disparition de Sherry, des battues sont organisées par des bénévoles et par les forces de l'ordre. Ils parcourent les bois, les chemins, les champs qui se trouvent dans un large périmètre autour du lieu de disparition. Mais ils ont rapidement compris, au vu des écouteurs et du téléphone retrouvés sur les lieux, qu'ils avaient plutôt affaire à un enlèvement. Les enquêteurs interrogent les voisins, les amis, la famille. Ils commencent à fouiller toute la vie de Sherry en vain. Aucun indice, aucun élément ne les mène nulle part. Pendant que la police piétine un petit peu, le mari de Sherry prend la parole auprès des médias qui vont largement partager les détails de l'affaire. Keith apparaît donc en larmes aux infos, en demandant qu'on lui rende sa femme et que la seule chose qu'il souhaite, c'est de la retrouver. Il propose même une récompense. Bring her home, bring her home. Just bring her home. Bring her home safe. There's a $50,000 reward. Bring her home. La famille de Sherry fait aussi des déclarations, notamment sa sœur Sheila et sa belle-sœur. Cette disparition est, à l'époque, d'autant plus médiatisée qu'elle rappelle malheureusement d'autres agressions datant de quelques mois seulement. En août 2016, soit 3 mois plus tôt, Karina Vetrano, 30 ans, part faire son jogging dans un parc du Queens à New York. Elle a alors été attaquée, agressée sexuellement, puis assassinée. Une semaine seulement plus tard, dans le Massachusetts cette fois-ci, c'est Vanessa Marcotte, une jeune femme de 27 ans, qui se fait agresser puis tuer alors qu'elle marchait seule sur une route de campagne. Ces événements qui se produisent coup sur coup dans le même contexte, donc une femme seule qui marche ou court en pleine journée sur des routes désertes, ça fait forcément écho à ce qui a pu arriver à Sherry Papini, et l'affaire est alors relayée au niveau national. Tout le monde se mobilise pour retrouver la jeune femme. Durant la 2e semaine après la disparition, les autorités se tournent assez naturellement vers le mari. C'est vrai que statistiquement, il arrive très souvent que dans des cas comme celui-ci, ce soit le petit ami ou le conjoint de la victime qui soit le coupable. Donc malheureusement, c'est compréhensible qu'il se tourne vers lui. Le mari de Sherry coopère pleinement avec la justice et il va même accepter de passer au détecteur de mensonges qu'il va réussir sans problème, écartant ainsi tout soupçon sur son implication dans la disparition de sa femme. Pourtant, en fouillant le téléphone de Sherry retrouvé sur les lieux de la disparition, la police va mettre la main sur des messages étranges qu'elle échangeait en secret avec des contacts masculins. Dans ces messages, elle se plaignait notamment beaucoup de son mari, elle racontait qu'il se montrait parfois violent, qu'il l'enfermait chez eux et l'empêchait de sortir. Bref, elle dépeint un portrait vraiment pas flatteur, voire même dangereux de Keith, qui a pourtant l'air si dévoué. La police va creuser un petit peu ces histoires de violence conjugale, mais ne trouvera finalement aucune preuve qui peut en attester. Quant aux messages envoyés, ces pistes-là ne mèneront à rien non plus, les hommes en question ne sont pas concernés par la disparition de Sherry. Néanmoins, ce genre de détails viennent un petit peu diviser les avis au sujet de Sherry. Est-ce qu'elle est vraiment la femme et la mère parfaite qu'elle prétend être? À ce moment-là, des appels à témoins massifs sont passés, on peut voir des panneaux, des affiches partout dans la région pour diffuser au maximum des photos de Sherry au cas où quelqu'un l'aperçoive. Au bout de 3 semaines, malheureusement, la police n'est pas plus avancée, il n'y a aucune demande de rançon, aucun indice, personne n'a vu de véhicule étrange qui tournait dans le coin ou quoi que ce soit d'autre. Bon, il continue les recherches malgré tout, mais les chances de retrouver Sherry saine et sauve sont de plus en plus minces. C'est pour ça d'ailleurs que la suite va surprendre tout le monde. Nous sommes le 24 novembre 2016, près de Sacramento, à près de 2h30 de route de Redding, donc là où Sherry a disparu,
22 jours plus tôt. Il fait encore nuit tant il est tôt en ce matin de Thanksgiving. Alison Sutton roule depuis plusieurs heures quand elle aperçoit sur le bord de la route une silhouette. Elle va alors s'arrêter un petit peu plus loin et appeler le numéro d'urgence, le 911. 911 emergency, what are you reporting? Saw a person on the side of the road waving a shirt. I think they're trying to flag down some help. Scared me half to death because I was afraid I was going to hit them. Was it a male, female, do you know? Looked like a woman. Okay. And I'm guessing were any vehicles around that you could see? I did not see a vehicle. I just saw a person waving a shirt on the side of the road. C'est presque un miracle, Sherry Papini vient de réapparaître alors qu'elle est recherchée depuis 3 semaines. C'est juste incroyable. Elle est rapidement prise en charge par les forces de l'ordre qui se rendent sur les lieux. Elle est retrouvée avec des chaînes aux poignets et à la taille, des ecchymoses sur tout le corps, des brûlures, et elle a perdu aussi beaucoup de poids. Elle a l'air d'avoir vécu un enfer. Elle pleure beaucoup, elle demande à voir son mari, qui va d'ailleurs rapidement être prévenu qu'on a retrouvé sa femme. Sherry est transportée à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux, mais évidemment, la police et tout le monde veut savoir que s'est-il passé. Où était-elle pendant ces 3 longues semaines? À l'hôpital, elle se fait interroger par la police et raconte alors son histoire depuis le début. 3 semaines plus tôt, alors qu'elle était partie faire son jogging autour de chez elle, un SUV de couleur sombre s'est arrêté à sa hauteur. Avant qu'elle n'ait eu le temps de fuir, elle s'est retrouvée face à 2 femmes hispaniques armées et masquées qui l'ont fait monter à l'intérieur du véhicule. Vu qu'elles étaient armées, Sherry n'a pas eu trop le choix, elle est montée en laissant derrière elle son téléphone et ses écouteurs, puis la voiture a redémarré. Dans le véhicule, les femmes parlaient espagnol et Sherry ne comprenait pas du tout ce qu'elles disaient. Mais elle les a bien observées et elle a pu donner une description à la police. L'une de ces kidnappeuses était jeune, elle avait entre 20 et 30 ans, elle avait des cheveux très foncés, ondulés. L'autre, quant à elle, était plus âgée, plus grande aussi, autour des 1m70, et ses cheveux étaient noirs et lisses. Les portraits robots des 2 femmes seront diffusés bien plus tard. Sherry raconte ensuite que dans la voiture, elle avait un sac sur le visage, mais qu'elle sentait la voiture tourner, elle empruntait visiblement des routes sinueuses. À force de rouler et avec la peur, elle dit avoir perdu un petit peu la notion du temps et qu'elle ne se souvient pas de tous les détails. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'une fois arrivée à destination, elle avait toujours le visage couvert, et on lui a fait monter les escaliers d'une maison. Elle s'est alors retrouvée dans une pièce sombre dont l'unique fenêtre était couverte par des planches. Elle a été enchaînée là et a passé les 3 semaines qui ont suivi à se faire torturer par les 2 femmes. Elle décrit avec précision la pièce en question. Il y avait un placard dans lequel une grande barre métallique était fixée. Sherry était justement enchaînée là. Elle raconte les coups qu'elle a subis et le moment où ses ravisseuses lui ont coupé les cheveux. L'examen médical de Sherry dévoile des dizaines de bleus et de marques sur tout son corps, son visage, ses jambes, des égratignures de toutes sortes, mais le plus marquant, et c'est le cas de le dire, ce sont les lettres qui ont été gravées au fer rouge dans la peau de son dos. Il est écrit Exodus, même si j'arrive pas à lire la ligne du dessous. Sherry a cru comprendre qu'elle avait été enlevée pour être vendue. Il s'agissait donc de traite d'êtres humains, et les lettres gravées dans son dos étaient censées plaire à celui qui comptait l'acheter. Dans son récit, elle a différencié les personnalités des 2 femmes qui l'avaient enlevée. La plus âgée était vraiment malveillante, elle prenait du plaisir à la torturer, tandis que la plus jeune semblait plus effacée, un peu moins à l'aise avec ce qui se passait. Au bout de 3 semaines de calvaire, Sherry entend des cris et un coup de feu dans la maison. Seule la plus jeune de ses ravisseuses vient ensuite la chercher pour l'amener à la voiture, toujours enchaînée et le visage couvert, avant de la libérer sur la route sur laquelle Sherry a finalement été retrouvée. C'est une histoire assez folle qu'elle raconte et à ce moment-là, on n'est pas du tout au bout de nos surprises. Quelques heures après qu'on ait retrouvé sa femme, Keith Papini arrive à l'hôpital. Il est complètement sous le choc, il retrouve Sherry en larmes, amaigrie, blessée et ses longs cheveux blonds ont été coupés aux épaules. Le lendemain, les autorités tiennent une conférence de presse pour annoncer le retour de Sherry Papini et remercier le public pour son soutien. Avec les nouveaux éléments que fournit Sherry, ils comptent poursuivre l'enquête et essayer de résoudre cette affaire. À ce moment-là, les enquêteurs poursuivent leurs investigations, mais ils rencontrent un petit peu des difficultés à corroborer le récit de Sherry en raison du manque de preuves matérielles et de témoins. C'est là que les premières zones d'ombre apparaissent. La police et les médias commencent à mettre le doigt sur des incohérences, des choses qui ne collent pas et remettent en question la véracité de l'histoire de Sherry. Une fois rentrée chez elle, Sherry va à nouveau se faire interroger lors d'un entretien qui sera filmé et dont on a les vidéos. Dans cet interrogatoire, il y a quelque chose qui cloche et qui met un petit peu mal à l'aise les enquêteurs. Sherry adopte un comportement où elle se montre un petit peu en colère ou agacée.
Elle va dire « Oh, cette saloperie de bar à laquelle j'étais enchaînée » et ce genre de propos surprend les enquêteurs. The first day with the zip ties, getting out of them because they were behind my back. So I pulled them, I did one of these moves, and I bit them because I couldn't, because Keith and I have even tried this move before, the whole, like power through it and bust it. And I tried that and was unsuccessful. and it cut right here. And I was like, I remember doing this with Keith. How the F do I get these off? Évidemment, chacun réagit différemment, il n'y a pas de normes, mais il est quand même assez rare que la personne kidnappée aborde les faits de cette façon-là avec de l'agacement. Habituellement, les victimes d'enlèvement parlent plutôt de leur envie de fuir, de leur peur de ne pas être retrouvées. Là, Sherry décrit finalement pas du tout les états d'âme par lesquels elle passe, elle donne simplement beaucoup de détails visuels de l'endroit où elle était, sans que ça soit des éléments qui apportent de réels indices à l'enquête. Autre chose qui cloche, lors de l'enlèvement, Sherry dit avoir laissé volontairement son téléphone, ses écouteurs et quelques cheveux qu'elle s'est arrachés elle-même au bord de la route. Selon elle, c'était pour permettre à son mari de comprendre qu'elle s'était fait enlever. Pour les enquêteurs, c'est un petit peu bizarre parce que dans un moment où le stress monte d'un coup parce que tu comprends que tu es en train de te faire enlever, ton réflexe n'est pas forcément de laisser des indices derrière toi. Autre chose qui va faire douter les enquêteurs, l'histoire de l'enlèvement par 2 femmes hispaniques. Un enlèvement commis par des femmes, c'est rarissime, encore plus dans une affaire de traite d'humains. Donc ça aussi, ça a semé quelques doutes dans la tête des enquêteurs. Le fait que Sherry ait finalement été relâchée sans aucune raison surprend aussi, alors qu'elle avait quand même beaucoup d'infos et d'indices à donner à la police pour retrouver les kidnappeurs. Donc c'est une énorme prise de risque de leur part et pour la police, c'est pas très cohérent. En plus de ça, les tests réalisés sur les vêtements de Sherry montrent qu'il n'y a aucun ADN féminin inconnu qui apparaît. Alors qu'elle a passé quand même 3 semaines à être montée dans la même voiture, à vivre dans le même lieu, se faire torturer par ces 2 ravisseuses qui l'ont donc touchée, qui lui ont coupé les cheveux, qui l'ont même frappée. Bref, c'est vraiment étrange qu'on ait aucune trace ADN de femme inconnue sur ses vêtements. Mais encore plus étrange, on y retrouve en revanche un ADN masculin inconnu. Il ne s'agit pas de celui de son mari ni de l'un de ses proches, donc on ne sait pas à qui il appartient. Malheureusement, quand les enquêteurs croisent l'ADN retrouvé avec les fichiers de la police, cet ADN n'est pas référencé, donc impossible pour l'instant de savoir à qui il appartient. À ce moment-là, des rumeurs commencent à se propager. Les médias et la police fouillent un petit peu dans la vie de Sherry et des choses ressortent. Dans une ancienne conversation téléphonique datant de 2003, faite entre la mère de Sherry et la police, la mère de Sherry a notamment fait part du comportement parfois mythomane de sa fille. Elle explique que celle-ci s'est déjà volontairement blessée avec des bouts de verre afin de faire chanter sa mère. Et effectivement, je suis tombée sur un petit rapport de la police qui relate cette histoire. À force de remuer le passé de Sherry, d'autres informations et témoignages font surface. Comme celui par exemple de son premier mari, David Dreyfus, qui révèle que Sherry lui avait fait croire qu'elle se faisait maltraiter dans sa famille, ce qui n'était pas le cas. En recroisant les dates et les événements, certains se mettent même à douter de la fidélité de la jeune femme dans ses relations. Ce qui en soi n'est pas en lien direct avec son enlèvement, mais dépeint d'elle un tableau qui est de moins en moins apprécié du public, et vient même remettre en question sa sincérité. De moins en moins apprécié du public, certes, mais qu'en est-il de sa propre famille et plus précisément de son mari? À ce moment-là, Keith soutient du mieux qu'il peut sa femme, il veut croire à son histoire et il aide du mieux qu'il peut à trouver les ravisseuses. Néanmoins, il y a certaines choses qu'il a un petit peu du mal à saisir, quelques incohérences, mais impossible pour lui de remettre en question un événement aussi grave, aussi affreux que ce qu'a vécu Sherry. Il se contente donc de faire de son mieux pour l'accompagner dans l'épreuve qu'elle vit. L'enquête va piétiner pendant des années. La police va tenter de retrouver les 2 femmes hispaniques décrites par Sherry. Les portraits robots des femmes seront diffusés, mais ils ne trouveront rien. Aucun autre indice, aucune piste. Et pour cause, c'est peut-être parce qu'il n'y a rien à trouver, ou du moins que la victime n'en est peut-être pas une. L'affaire prend un tournant complètement inattendu en 2020. Cette année-là, la police n'ayant toujours pas trouvé les coupables, continue d'enquêter sur l'affaire. Les enquêteurs avaient tout d'abord croisé l'ADN retrouvé sur les vêtements de Sherry à leur base de données, mais ça n'avait rien donné. Ils retentent alors en 2020, donc 4 ans après l'affaire, en croisant cette fois-ci avec des bases de données d'ADN privées. Vous savez, tous ces sites à qui vous pouvez envoyer des tests salivaires pour construire votre arbre généalogique, ce genre de choses, les données sont parfois conservées par ce genre d'entreprise privée. Et là, bingo, les enquêteurs trouvent une correspondance. Plus précisément, un ADN récupéré par une de ces entreprises privées correspond à un membre de la famille de la personne à qui appartient l'ADN retrouvé sur les vêtements de Sherry.
Ce qui les mène alors tout droit à James Reyes. L'ADN retrouvé sur les vêtements de Sherry appartenant à un membre de la famille Reyes, c'était pas difficile pour la police de faire le lien avec l'ancien petit ami de Sherry, le fameux James Reyes. Quand la police se rend chez James pour lui parler de l'affaire Sherry Papini, celui-ci ment dans un premier temps. Il les informe qu'il ne sait rien, qu'il ne connaît que les informations qu'il a pu lire dans la presse, qu'il n'a pas vu Sherry depuis près de 10 ans. We're here regarding Sherry Papini. Okay. And just trying to figure out how you know her, when was the last time you talked to her. I haven't talked to her in years. Puis, il finit par parler. De toute façon, l'ADN ne ment pas, James a forcément quelque chose à voir dans cette histoire, donc il avoue. I didn't kidnap her. You know, I just friend in need asked me for help, and that was that. What did she say? She was trying to get away from her husband. Like her husband. Il avoue que oui, il a bel et bien été contacté par Sherry avant sa prétendue disparition et qu'il l'a aidé à se cacher. Selon lui, c'est comme s'il rendait simplement service à une amie qui était en danger dans sa propre maison. Parce que oui, Sherry lui a dit, comme elle a déjà dit à d'autres gens, qu'elle subissait des violences, qu'elle avait peur au sein de son couple et qu'elle avait besoin de fuir. Donc selon lui, il a voulu lui venir en aide. Il raconte qu'il a loué un SUV afin de faire la route le jour de la disparition de Sherry pour venir la récupérer à Redding où elle vivait. Après ça, il l'a laissée vivre chez lui pendant 3 semaines à Costa Mesa, beaucoup plus bas sur la côte ouest des États-Unis. D'ailleurs, c'est pas si loin que ça du lieu où elle a finalement été retrouvée. Il raconte qu'une fois Sherry chez lui, il faisait sa vie, il allait bosser au magasin de matériel de hockey où il travaille, et pendant ce temps, elle restait à la maison. Il raconte aussi qu'à ce moment-là, elle ne mangeait volontairement pas à sa faim et elle se provoquait elle-même des bleus et des égratignures. Il avoue même qu'il l'a aidée, notamment le jour où elle lui a demandé de la marquer au fer rouge dans le dos, le fameux mot Exodus. C'est difficile de savoir ce qui s'est réellement passé dans la tête de James à ce moment-là. Il se cache beaucoup derrière le fait que pour lui, il rendait service à une amie qu'il croyait en danger. Peut-être qu'il avait conservé des sentiments pour elle, bon, c'est difficile de savoir. Il dira tout de même à la police qu'ils n'ont eu aucun rapport intime durant ces 3 semaines. Selon lui, elle dormait dans une chambre à l'étage et lui, il était sur le canapé. Le 22 novembre, donc le jour de Thanksgiving quand elle a été retrouvée, Sherry lui a tout simplement dit ce jour-là « C'est bon, je suis prête à retrouver ma famille ». Elle lui a demandé d'aller acheter des chaînes et des attaches, qu'elle s'est mise elle-même ou en demandant de l'aide à James. Puis ils sont montés dans la voiture, au milieu de la nuit, ils ont roulé vers le nord. Et elle lui a demandé finalement de la déposer sur la route. Il dit qu'il ne sait pas trop ce qui s'est passé ensuite, mais bon, nous, la suite, on la connaît déjà. Quand ils écoutent ce récit, la vérité éclate enfin pour les enquêteurs qui travaillent sur cette affaire depuis maintenant des années. Sherry ne s'est jamais fait enlever, les 2 femmes hispaniques n'existent pas, elle n'a jamais été torturée. Le lieu dans lequel elle était soi-disant enfermée et enchaînée se trouvait tout simplement la description de la chambre dans laquelle elle dormait chez James. Sherry a donc manipulé et menti à absolument tout le monde, et ça ne sera pas sans conséquences. Le 13 août 2020, après avoir entendu le témoignage de James Reyes, la police convoque Sherry et son mari. Ils ont enfin de quoi confronter la jeune femme. Une fois dans la salle d'interrogatoire, les 2 enquêteurs vont être malins. Ils ne vont pas directement dire « vous nous mentez depuis le début ». Ils vont la faire mentir encore plus et on a la vidéo de l'interrogatoire. En fait, ils vont dévoiler peu à peu des photos de chez James, donc une photo d'une table, d'un placard avec une barre en fer, une photo d'un carreau de carrelage fendu dans la salle de bain. Bref, des éléments que Sherry avait précisément décrits en parlant du lieu où elle était enfermée. Il lui montre ces photos pour voir un petit peu comment elle va réagir en reconnaissant les lieux. Et les éléments pris en photo ont beau correspondre exactement à ce qu'elle avait décrit, elle va quand même dire que ce n'était pas le même placard, qu'elle ne se souvient plus très bien, bref, elle continue de mentir. If you look at this closet, it's a little bit different, but it's pretty, excuse my language, it's pretty fucking similar. But it's different. what's different or what's Yeah. the same? It's hard, there's a lot of shit in the photos, but this part is different. You mean this There way? was wood paneling, but I can't remember something like that being there. And I don't remember, That's fine. remember it going all the way up to the window is what I'm having trouble remembering. The window in that photo has holes along the edges. Sorry. We don't mean to overwhelm you. We're just trying to draw your attention to different things that maybe we noted.
sans doute parce qu'elle sent que le piège se referme doucement sur elle, jusqu'au moment où les enquêteurs disent qu'ils ont pris ces photos depuis la maison où Sherry semble s'être fait enfermer. So, we're showing you all of this because ultimately this is the house that you were at. We talked to the people who lived there. We found the house. We found who was involved. We talked to who was involved. We talked to family who knows that you were there, and talked to a couple people talked to one guy who did see you during this event. Ce qui est horrible dans cette séquence, d'ailleurs, c'est la réaction du mari qui est complètement à l'opposé de celle de sa femme. On voit le mari qui montre des signes de joie, il est content parce qu'il a l'impression que justice est enfin faite, que les enquêteurs ont résolu le mystère, qu'on va enfin juger pour leurs actes les personnes qui ont fait tant de mal à sa femme, pendant que Sherry, elle, est complètement figée, elle sait qu'il s'agit de la maison de James, elle l'a reconnu, elle sait que c'est son ex, et si les policiers sont allés chez lui, c'est qu'ils lui ont parlé et qu'ils doivent avoir tout compris. Sherry va demander à parler en privé à son mari, donc les enquêteurs sortent de la salle, et là, elle va rajouter des mensonges sur les mensonges. Elle va essayer de lui faire croire qu'elle protège en réalité la femme hispanique qui l'a libérée, parce que c'est finalement grâce à elle aujourd'hui que Sherry a retrouvé sa famille. En vérité, Sherry ment sur toute la ligne et là c'est juste une tentative désespérée pour essayer de brouiller les pistes. Keith, lui, semble totalement perdu et désespéré, il ne comprend pas à quoi elle joue, et quand les enquêteurs reviennent dans la pièce et disent que la maison dans laquelle Sherry était soi-disant enfermée est celle de son ex, James Reyes, l'ambiance déjà tendue devient encore plus lourde. I don't want her to get in trouble. She's not going to get in trouble. So the DNA came back to James Reyes. The DNA that was on you belongs to James Reyes. We talked to him. He's been on a polygraph. The reason why you lost so much weight is because you stopped eating. The reason why you got a rash on your arm is because you cleaned his house. The reason why the brand is because he went to the store, bought the branding tools and branded you. Le mari de Sherry, le pauvre, vient d'ouvrir les yeux sur sa femme qui s'est bien jouée de lui, tandis que Sherry continue d'inventer par-dessus ses mensonges avant de fondre en larmes. Keith va quitter la pièce et Sherry ne dira alors plus rien sans la présence d'un avocat. Les démarches judiciaires vont être lancées et finalement Sherry Papini va être arrêtée en mars 2022 pour faux témoignages et fraude. Devant le tribunal fédéral de Sacramento, en Californie, Sherry va présenter ses excuses et plaider coupable pour mensonge à un agent fédéral et fraude. L'avocat de Sherry, William Portanova, demande alors une peine de prison minimale. Selon lui, l'humiliation due à ses propres actes constitue déjà une condamnation à perpétuité. Évidemment, c'est sans compter tout l'argent et le temps que cette affaire aura coûté à toutes les instances et les personnes qui ont été impliquées, l'irrespect pour les bénévoles, ceux qui ont participé aux recherches, etc. Sherry Papini sera condamnée en septembre 2022 à 18 mois de prison, suivi de 36 mois de liberté surveillée, et elle a également été condamnée à payer 300 000 $ pour rembourser à la fois le fonds d'aide aux victimes de Californie, qui lui avait versé près de 20 000 $ de compensation pour son enlèvement, et à la fois pour pallier à tous les frais de procédure, les années d'enquête, la mobilisation des services de police, etc. Elle a commencé à purger sa peine en novembre 2022, mais elle a finalement été libérée de prison en octobre 2023, donc près de 8 mois avant la fin de sa condamnation. Donc voilà, à l'heure actuelle, elle est libre et j'ai même trouvé la vidéo de sa sortie de prison, sur laquelle on la voit courir jusqu'à la voiture qui l'attend pour éviter les journalistes et les curieux. Peu de temps après les aveux de Sherry, son mari a demandé le divorce et la garde des enfants. Les procédures ont été menées, le divorce a finalement été prononcé en mai 2023. Il a obtenu la garde exclusive des enfants qu'il essaye de protéger au maximum de toute cette histoire. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est qu'il y a eu des victimes dans cette affaire,
mais Sherry Papini n'en fait pas partie. Finalement, la question qui reste en suspens pour moi, c'est pourquoi Sherry a-t-elle orchestré toute cette mise en scène? Évidemment, c'est impossible de répondre à cette question sans un véritable diagnostic psy. C'est visiblement quelqu'un qui a déjà pas mal menti et manipulé par le passé, d'après sa mère, sa sœur, son précédent mari. Elle semble aimer attirer l'attention, mais à ce stade-là, au point d'inventer des histoires aussi gravissime, c'est peut-être qu'il y a des causes plus profondes. Est-ce qu'elle a fait ça uniquement pour aller retrouver James? James qui, je le rappelle, a dit qu'il n'y avait eu aucune proximité physique entre eux. Et même si c'était le cas, je pense qu'il y a des moyens qui sont quand même plus simples et qui mettent un peu moins les projecteurs sur toi si tu veux tromper ton mari. Mais alors, est-ce que c'était une manière d'échapper à sa vie, de rajouter un petit peu de piment? Est-ce que Sherry a des tendances un petit peu autodestructrices où elle va elle-même déclencher des situations qui vont lui porter préjudice? Bon, c'est dur à dire, mais j'espère en tout cas pour elle qu'elle travaille dessus pour que ça ne se reproduise plus. Et je plains aussi son ex-mari du coup qui s'est fait un sang d'encre pour celle qu'il aime alors que elle lui racontait des mensonges tout le long. Ses enfants aussi qu'elle a laissés derrière elle sans qu'ils comprennent pourquoi, ils ont forcément été impactés par toute cette affaire et les semaines de disparition de leur mère. Bref, j'espère pour elle que Sherry est suivie et qu'elle travaille sur elle. Voilà pour cette histoire qui est finalement assez récente puisque la libération de Sherry date de 2023. J'aimerais beaucoup avoir vos avis sur le sujet, sur les motivations de Sherry qui l'ont poussée à inventer cette histoire. En tout cas, j'espère que vous avez aimé connaître tous les détails de cette affaire. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine affaire à décortiquer et d'ici là, portez-vous bien.